Bonsoir à tous. C'est déjà la 4e émission de l'émission produite par les Dognet. Et chaque semaine, le tour de l'actualité a été commenté par les supporters. Donc cette semaine, nous allons évoquer cette actualité encore très riche en présence de plusieurs intervenants. Un invité exceptionnel, François, Salut tout le monde, avec plaisir. Nous avons dans les intervenants des supporters que vous connaissez. Je commence par Baptiste, n'apparaît pas à l'écran, qu'il a fallu choisir avec nous en audio. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. J'ai eu peur que tu sois à la fin de vidéo. Et puis donc Kyriel est tué, Christophe s'appellera Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Nous avons également Jérémy qui représente les Dogs d'honneur. Bonsoir Jérémy. Salut François et salut à tous. Et nous avons pour les Dogs de Paris le retour de Julien qui est parmi nous. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous, je suis déçu que tu ne respectes pas ma particule parce que d'habitude c'est Julien des Dogs de Paris et j'apprécie pas mal cette particule. C'est ma faute, c'est ma très grande faute, je ne recommencerai plus, c'est promis. Et nous avons en bas de l'écran donc Arnaud qui réalise l'émission et qui sera également en charge de nous rapporter finalement les commentaires des supporters. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir dans l'émission, soit directement sur les commentaires du Facebook du groupe Allez le LOSC, soit directement sur le chat du compte Twitch sur lequel vous pouvez assister à l'émission en direct. Au sommaire ce soir, 3 parties. Donc première partie, qu'est-ce que c'est que ce match, la rubrique qu'est-ce que c'est que ce match, avec un retour sur le match contre Monaco qu'on a appelé le LOSC s'impose en dauphin. Nous avons en deuxième partie, on fera un point Europa League, à la fois sur le match du Sparta et voir ce qui se passera donc contre le Celtic. On a appelé ça les Dogs veulent finir de croquer la poule. Et en dernière partie, on viendra sur le prochain match LOSC-Bordeaux, poursuivre la série, comment gérer ce match par rapport à la succession d'événements qui se déroulent dans la semaine. Alors nous avons donc comme invité François, donc speaker officiel du LOSC. Alors bonsoir François. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, très content d'être parmi vous. Écoute, c'est gentil. Alors on va te poser 2-3 petites questions sur comment ça se passe en fait, comment on est speaker en cette période un peu compliquée. Alors j'ai retrouvé une vieille interview que tu avais fait sur France Bleu Nord au moment où tu es arrivé, où tu disais tu avais une phrase prémonitoire finalement en cette période Covid, tu disais qu'il y ait 10 supporters ou 50 000, je veux leur donner le sourire. Alors, comment tu fais quand il y en a 0 ? Je les imagine. Non, mais oui, effectivement, c'est vrai que j'ai dit ça. J'espère que c'était pas prémonitoire, mais non, je les imagine et en fait, je continue de le faire finalement. J'annonce la compo avec toujours autant d'enthousiasme, sauf que je dis pas que le prénom, je dis le nom, et les buts, pour ceux qui m'entendent à la télé, vous constatez que je le fais avec toujours autant d'enthousiasme, donc ouais. Je pense à ceux qui sont derrière leur écran qui aimeraient être au stade et je le fais toujours de la même manière. C'est bizarre, surtout pour ceux qui doivent être à côté de moi. Parce que moi, j'ai la musique dans l'oreille, j'ai tout, tu vois, je m'ambiance un petit peu tout seul, quoi. Mais bon, celui qui est à quelques mètres de moi et qui entend ça résonner dans l'arène du stade Pierre-Mauroy, ouais, peut-être qu'il peut trouver ça un petit peu bizarre. T'as vachement fait marrer les mecs de Téléfoot, en tout cas. Hein. C'est vrai. Dimanche, ils t'ont chambré en disant que le speaker, il était vraiment à fond dans un stade vide. Ouais. Ouais. Ah bah oui, mais je les entends toujours un petit peu à la fin de la compo. J'entends quelques remarques. Bon, ça reste gentil, mais j'ai aucun problème avec ça. Je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça stupide, mais moi, je suis à fond parce que de toute façon, mon enthousiasme, il est intact à partir du moment où, en plus, en ce moment, je suis hyper privilégié. Donc non, je le fais vraiment avec grand plaisir. Enfin, ce serait avec beaucoup plus de plaisir, évidemment, si tout le monde était là, mais je donne tout. Alors, tu es un témoin privilégié parce que tu vois les joueurs justement avant le match et après le match. Comment eux, ils ressentent justement ces matchs en mode Covid avec personne dans le stade. Ils s'adaptent, hein.
Je vois pas les joueurs avant le match et après le match, ce serait mentir. Avant, c'était un peu plus le cas parce que on pouvait se croiser, notamment à la sortie, à la descente du bus, etc., avant qu'ils rentrent dans le tunnel ou quand ils vont reconnaître un petit peu la pelouse, etc. Maintenant, vous pensez bien qu'on n'a plus du tout ces moments-là. Covid oblige, les contacts n'existent quasiment pas. Après, comment ils le vivent, je sais pas trop. De ce fait-là, je pourrais pas te dire. Ce que je sais, c'est que le sportif en général, ce qu'on appelle le sportif, c'est donc, tout le staff, etc., tout ce qui tourne autour de l'équipe pro, apprécie tout ce qui est mis en place. Le fait de mettre l'ambiance des supporters dans le stade, ce qu'on ne peut pas faire en UEFA, mais ce qu'on fait en Ligue 1. Le fait de mettre toujours l'enthousiasme, etc., au micro. Et voilà, tout ce qu'on fait pour maintenir ce semblant de contexte, d'événements hyper importants, quoi. Moi, ça me paraît essentiel de continuer à le faire. Parce que finalement, si tu enlèves tout ça, t'enlèves le speaker, t'enlèves les musiques, etc., bah, t'as l'impression, enfin les joueurs, je me dis que les joueurs pourraient avoir l'impression de jouer un 3e tour de Coupe de France. Et tu vois, ça pourrait faire un petit peu bizarre. Donc voilà, des retours qu'on a, le sportif est assez content de ce qu'on met en place là-dessus. Tu as d'autres fonctions que speaker, lorsque j'ai vu que tu faisais des pastilles pour le site internet Ouais, j'anime une émission, je présente une émission qui s'appelle Dog Inside sur Facebook, Instagram, Twitter, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent. Donc je réalise ça avec Nico Bielaski, pour ceux qui connaissent aussi, qui est un ancien chez nous. On se marre bien d'ailleurs, on s'est vu cet après-midi, on tourne ensemble demain matin l'épisode qui sera diffusé vendredi. Donc ouais, je fais ça aussi, effectivement, ouais. Et dernière question, et après on va pouvoir passer à l'actualité du club. Tu succèdes à Anne-Sophie Roquette, qu'on salue au passage, on lui fait une grosse bise. Je succède, je ne remplace pas, c'est le bon terme que tu as employé. Le mot était choisi. Ouais, c'est bien. Le mot était important. choisi. Tu succèdes à Anne-Sophie, donc qui sait elle vient nous rejoindre quand elle le souhaite. Est-ce que tu es encore en contact avec elle? Tu as des nouvelles? Non, pas du tout. On n'a pas été vraiment en contact. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas son numéro. On s'est vu après le match de Saint-Etienne. On a eu l'occasion d'échanger. C'était super sympa. C'était vraiment un moment très, très sympa. Et non, on n'est pas spécialement en contact, mais je sais pas. Je peux parler à sa place. Tu lui poseras la question quand elle viendra. Mais de ce qui s'est dit, c'est qu'elle avait aussi besoin peut-être de couper, et je pense que ça n'a pas dû être facile. Après 30 ans au micro, de partir et tu vois, d'être encore un peu là, je pense que ça serait un peu difficile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire tous, mais voilà, la page doit se tourner, et elle fait plein d'autres trucs à côté, et voilà. Donc moi, je comprends aussi le fait qu'elle soit plus présente pour le moment. Je pense qu'elle reviendra avec plaisir, mais peut-être dans quelques temps encore. En tout cas, on te permettra de lui rendre l'appareil puisque tu lui as succédé au stade et c'est elle qui te succédera certainement à l'émission quand on aura l'occasion de l'inviter. Ok. Voilà, merci en tout cas de ces précisions, Oui, ça nous a permis de mieux te connaître. Ouais. Et on va pouvoir passer maintenant à la première vraie partie de l'émission. Qu'est-ce que c'est que ce match? Un retour sur le match Lille-Monaco. Alors, qui veut commencer? Comment vous avez senti ce match finalement entre deux équipes qui étaient classées deuxième au classement, séparées par le goal average, un duel au sommet? Et comment vous analysez finalement cette victoire du LOSC? Moi, je veux bien, François, je veux bien. Pour la phrase que tu viens de dire. Je me doutais que tu allais rebondir sur ma phrase. Mais ouais, duel au sommet, 13h un dimanche. Mais ça me rend dingue. C'est un match de 21h. Comment le diffuseur, comment Téléfoot peut passer ce match un dimanche à 13h pour des Chinois qui ne regardent pas le championnat de France? C'est complètement ridicule. Bon, voilà. Donc ça, c'était le coup de gueule. C'est fini. Lille n'avait pas encore réussi à gagner un match après un match d'Europa League. C'est fait. C'est génial. Ça a été, je ne vais pas dire ennuyant, la première mi-temps, parce que dans les commentaires la semaine dernière, là, quand on était ensemble pendant l'émission, j'avais un peu pressenti que ce serait un match de coach. Je vous avais dit, c'était un peu l'expression que j'avais utilisée. Un match fermé, un match où deux blocs s'opposent, et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a vu en première mi-temps. C'était vraiment fermé. Il n'y a eu que 2 actions de Bamba en toute fin de mi-temps, 42e, 44e. D'ailleurs, j'ai bien cru qu'il allait marquer. Et Bamba a encore été très bon. On est toujours aussi nul sur corner. Et ça reste pour moi une fascination en Ligue 1 globalement. Comment les clubs de Ligue 1 peuvent être aussi mauvais sur corner. On voit quand même pas beaucoup de buts sur corner. Et chez nous, Dieu sait si on a des pattes de fou dans l'équipe pour justement déposer le ballon sur les têtes des grands, de Fonte, de Botman. C'est souvent un sujet, d'ailleurs, on dit souvent « Ah, on pense que Botman, que Fonte va marquer. » Bah ouais, sur corner, mais il faudrait qu'il ait au corner.
toujours pas. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Comme d'habitude, en deuxième mi-temps, ça accélère, ça joue mieux. David est là, Yazici est là, et ça devient top. Et un fun fact à relever qui tient à mon enfance, sur le terrain, à un moment, on a eu Weah et Fofana. Et pour les mecs qui ont mon âge, Weah et Fofana, c'est 91-92 Monaco, c'est deuxième du championnat, la finale de la Coupe de France qui n'est pas jouée à Furiani, et les mecs qui perdent en finale de la C3, vous vous souvenez, contre le Werder de Brême. Et j'adore le LOSC, plus que tout, mais juste derrière, j'adorais le Monaco de Weah et de Fofana. Donc ça m'a fait vraiment rire de voir Fofana, Monaco, Weah chez nous pendant le match. Je me suis souvenu de tout ça et c'était assez cool. Voilà. On va arrêter Julien parce qu'à ce rythme-là, il va commencer à nous débriefer la Coupe latine de 1951. Alors, Jérémy, comment tu l'as vécu, toi, ce match contre Monaco? Je rebondis sur ce qu'a dit Julien. Effectivement, la première période très fermée, avec vraiment deux blocs qui se font face et qui bougent, et il n'y a vraiment aucun décalage qui fonctionne. Et c'était pas ennuyeux. Il n'y avait pas de déchets techniques, il n'y avait pas de. Mais c'était juste un duel d'entraîneurs. C'était vraiment ça. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Julien à propos des coups de pied arrêtés. Et j'élargis justement, je veux dire coups de pied arrêtés, parce qu'il n'y a pas que les corners, il y a aussi les coups francs. Et là aussi, c'est quand même très bizarre, parce que on arrive à obtenir des fautes qui sont assez proches de la surface, voire qui permettent de centrer très rapidement, et je ne sais jamais vraiment isoler le problème, si c'est un problème de réception du centre ou si c'est un problème d'ajustement du centre, parce que certains corners de Yazici sont vraiment excellents, et il y a toujours quelque chose qui marche pas, et c'est vrai qu'il faudrait avoir la stat, mais je crois qu'on ne doit pas dépasser les 1 ou 2 buts depuis le début de la saison sur coup de pied arrêté, en élargissant, vraiment coup de pied arrêté. Donc ouais, et puis effectivement, cette deuxième période où là, tout s'enflamme. Je pense que les mots de Galtier ont encore été très forts, comme d'habitude à la mi-temps, et qui ont su vraiment électriser ce match. Baptiste, Jérémy disait à l'instant duel d'entraîneurs. Est-ce que tu penses que effectivement Galtier a gagné une bataille tactique contre Kovac? Ou ce sont les joueurs finalement qui, selon toi, ont permis de prendre le devant? Déjà, je pense que la bataille, on va parler d'abord sur le coup d'envoi, elle a été remportée par Christophe Galtier par rapport à l'équipe qu'il a mis, par rapport à la rotation, par rapport aussi aux joueurs absents. Je pense à Araujo qui a très bien été suppléé par Ikoné. Après, sur les remplacements, c'est Niko Kovac qui gagne avec le coaching gagnant de Pellegrini et malheureusement le coaching non gagnant de Bradaric à droite. Mais après, sinon, dans l'ensemble, ce match de Monaco était plutôt satisfaisant en deuxième mi-temps. On a quand même eu 10 tirs, dont 5 cadrés. Et c'est quand même à noter la première victoire après un match de Ligue Europa cette saison. Donc, c'est encore une super performance de nos Dogs après une super victoire contre Sparta. Christophe, tu es de cet avis? Une super performance? Oui. Et puis, alors, surpris par le match, je ne m'attendais vraiment pas, contrairement à Julien, à un match aussi tactique de la part des deux entraîneurs, et en tout cas de ces deux équipes qui en général jouent quand même au foot. Il a fallu attendre un petit peu pour avoir vraiment une montée en puissance du LOSC et du coup prendre la domination sur Monaco. Après, voilà, j'avais donné un score de 2-2. Je voyais vraiment un match beaucoup plus ouvert que ça, donc je me suis vraiment très très planté là-dessus. Après, pour revenir un petit peu sur les joueurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est mauvais sur corner, mais on est mauvais sur coup de pied arrêté, mais on est mauvais sur les centres aussi. Donc on a un joueur qui s'appelle Yilmaz, qui est très très bon physiquement, qui reprend des ballons de la tête. On va le chercher que sur des ballons longs qui viennent de la défense. On n'a pas de centre tant que on aura Diallo qui fait des bonnes prestations, mais qui ne joue pas à son vrai poste, et qu'on aura nos deux absents, Selic à droite et Bradaric, tant qu'il ne sera pas revenu sur le terrain, parce que là il y est, mais voilà, la tête n'y est pas forcément. On a du mal à avoir des jeux sur les côtés qui arrivent avec des bons centres, et voilà. Donc pour l'instant, moi je suis déçu sur ce point-là, mais après bien sûr on va retenir forcément que la victoire et les 3 points après un match de Ligue Europa, et ça c'est très important.
Alors, François, toi qui es sur le terrain, au bord du terrain, en fait, tu es témoin privilégié du match. Comment tu expliques finalement, alors même si là c'était peut-être un peu moins flagrant que sur d'autres matchs, mais finalement ces différences de niveau, ou ces réactions finalement deuxième mi-temps, est-ce que tu ressens en fait au bord du terrain, c'est le discours de Galtier, les réactions des joueurs? Oui, oui, ça clairement. Déjà, pour expliquer, en bord terrain, on a une perception qui est tout à fait particulière, comme vous pouvez vous en douter. Moi, j'ai pas du tout cette dimension tactique. C'est la seule chose que je regrette parce que j'échangerai ma place pour rien au monde, mais voilà, j'ai pas du tout cette dimension-là. En revanche, celle de l'intensité, ouais, c'est clair que tu sens dans le pressing notamment, dans le pressing qui est fait par nos trois de devant, tu sens tout de suite si l'agressivité est bien mise, si tout le monde fait le boulot en même temps, etc. Tu sais tout de suite s'il va y avoir des recadrages à la mi-temps. Pour le coup, au début du match, j'ai pas senti que le pressing se faisait mal. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Moi, ce que je dirais par rapport à ce match, c'est que c'est quand même deux équipes qui se ressemblent. Si tu regardes un peu le jeu de Monaco sur les 3-4 derniers matchs, pas depuis le début de la saison, c'est un jeu qui est très semblable au nôtre. Tu as la paire Fofana-Chouameni qui est très très bonne pour arrêter et stopper net le jeu rapide en transition vers l'avant de l'adversaire. Et chez nous, ok, Sanchez n'est pas là, mais Soumaré, sur ce match-là, a très bien fait le job. La paire André-Soumaré est très forte aussi pour arrêter ce même type d'attaque. Donc finalement, on s'est neutralisé. C'est pas forcément que c'était fermé, c'est qu'on avait nos deux milieux de terrain qui sont juste vraiment neutralisés. Et par contre, moi, quelque chose que j'ai aimé, que j'ai relevé, c'est que on est l'équipe qui fait payer cash les erreurs. Et ça, j'aime parce que souvenez-vous de la saison dernière en Ligue des Champions, alors ce groupe-là découvrait, etc., mais on a payé cash tellement d'erreurs en se disant, ouais, bon, voilà, on découvre, c'est comme ça. Là, Monaco, sur un match assez équilibré, même très équilibré, avec deux bonnes équipes, ils ont fait 2 erreurs et ils les ont payées cash. Et cette position-là, de faire payer cash les erreurs à l'adversaire, moi perso, j'ai adoré. C'est un des trucs que j'ai relevé dans ce match-là. Et je mettrai en exergue, je sais que ça va plaire à Julien, l'énorme pressing, l'incroyable pressing que va faire le roi Bourak au milieu de terrain pour ensuite s'amener la contre-attaque et la passe D à Yazidje. Enfin voilà. Parce que tu as une petite hésitation de Badiachil, etc. Et pareil, David qui va faire un bon pressing au milieu de terrain pour ensuite décaler sur le côté. Enfin voilà. J'ai adoré ça. J'ai adoré cette énergie et le fait de, voilà, c'est un match fermé, mais tu mets 2 buts parce que tu pardonnes rien, tu laisses rien passer, quoi. Moi, j'aime voir ce LOSC-là. Et juste une dernière chose, sur les coups de pied arrêtés, etc., je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, il me semble que la stat, c'est tout simplement 0. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder, mais il me semble qu'on n'a pas du tout marqué sur coups de pied arrêtés cette saison. Je ne crois pas. Après, notre jeu, il n'est pas fait comme ça. Notre jeu, il est de passer par les côtés, de rentrer, que ce soit Bamba, que ce soit Rojo. Notre jeu, il n'est pas forcément fait, encore moins avec les latéraux qu'on a cette saison et en l'absence de Zeki, il faut bien se le dire, il n'est pas du tout fait pour aller loin sur les côtés et mettre des centres. C'est clair que si on arrive à progresser dans ce registre-là, on peut tout à fait aller battre le PSG, on peut tout à fait espérer gagner l'Europa League. Est-ce qu'on doit demander à cette équipe-là, cette saison, d'être bonne dans tous les registres ? Je ne sais pas, je pose la question. Enfin, sur coup de pied arrêté, moi j'ai envie de te dire oui parce que c'est un plus significatif et je pense aussi parce qu'on a l'âge qu'on a pour la plupart d'entre nous, on a été élevé beaucoup avec un grand OM, avec un grand PSG aussi des années 90, des buts sur corner et sur coup de pied arrêté on en voyait. Hein. Et les deux grandes devant, que ce soit sur la défense de Marseille, les Carlos Moser, tous ces mecs qu'on a, il y avait des buts. Et nous, on a Fonte et Botman et il n'y a pas de but. De ma part, il y a quasiment une frustration à se dire, on a des mecs qui ont une patte de fou, Youssouf Yazidje, par exemple, on a des grands qui sont très forts de la tête et on marque pas de but. Mais comment c'est possible ? Alors, moi, si je peux me permettre, il faut quand même qu'on ait un axe d'amélioration quelque part, voire qu'on puisse laisser une chance. On est quand même 2e du championnat, 1er de la poule en Europa League, et en plus, on est mauvais sur les coups de pied arrêtés. Je trouve que c'est quand même pas mal. Arnaud, ton avis sur ce match et l'avis des internautes, parce que je vois que le compte Twitch commence à brûler. Il y a beaucoup d'interventions ce soir sur le chat. Pour ma part, c'est vrai que tout a été dit. Hein. C'est vrai que moi, ce que je regrette, c'est pareil, les coups francs, les corners. Pour moi, c'est catastrophique. Je ne comprends pas comment on peut pas ne pas marquer de but, que ce soit en coup franc ou en corner. Après, il y a aussi un syndrome français, c'est que on ne sait pas tirer de loin. Moi, quand je regarde les matchs en Angleterre et dans les autres pays, on tire de loin et on marque des buts remarquables
quitte à tirer 4-5 fois pour tuer les pigeons, c'est pas grave. Mais il y en a moins un qui va passer. Et ça peut être remarquable. Et nous, on doit toujours essayer de rentrer dans la surface pour pouvoir centrer et peut-être marquer après des 3 mètres du but à 5 mètres du but maximum. Non, moi, l'idéal, c'est de tirer de loin. Et je pense qu'on a des bons frappeurs. Je pense que Youssouf ou Bourak, ils peuvent tirer de loin. Et c'est vrai que même on voit sur les buts de Bourak, c'est toujours à la limite de la surface de réparation. C'est rarement dans les 5 mètres ou dans les 10 mètres de la surface. Il sait tirer comme ça. Et je pense qu'un jour, à un moment donné, quand ils vont commencer à penser qu'on peut tirer de loin, eh ben ça marchera peut-être mieux. Ça, à défaut des corners et des comment on appelle ça, et des coups francs, bah peut-être qu'en tirant de loin, ça ira mieux. Après, sur les différents réseaux, oui, ça bouge beaucoup. Et là, je n'arrive peut-être pas à trop dire, à part qu'il y en a qui râlent toujours sur Bradaric. C'est vrai que Bradaric, après, il est jeune. Je pense qu'on l'a on l'a assez embêté depuis quelques émissions. C'est vrai qu'il est jeune aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau centre, ça vaut pas Zelik. Pour l'instant, Zelik est à part et Bradaric, il est trop tendre et pas assez décisif dans ses centres. Et après, On reparlera de Bradaric tout à l'heure, parce on va faire juste après le top 3 et le flop 3. Alors, on va pas aussi l'accabler parce qu'il n'a pas non plus joué beaucoup sur ce match-là, quoi. Donc, mais on fera un petit tour d'horizon des joueurs tout de suite après. Après, tout le reste, c'est Bourak et Youssouf, hein, et Azici. C'est le duo remarquable de cette année. C'est vrai que cette paire turque, elle va faire très mal. Si ça continue comme ça, je pense qu'avec nos 3 Turcs, je pense qu'on peut faire très très mal cette année. On a une équipe de fous, je pense. C'est la Turquie qui va faire mal, hein, parce que les mecs qui jouent ensemble en club et qui se retrouvent en sélection, il va falloir faire gaffe quand le jour on joue avec les Turcs. Hein. Ça, c'est vrai. Donc finalement, on peut dire qu'avec nos attaquants turcs, on a un potentiel qui va croissant. Oh Joli. Mais... Il a travaillé. Donc, sur ce match-là, alors, je ne vais pas revenir sur les statistiques, mais c'est des statistiques qui sont assez équilibrées finalement. On a une possession un petit peu supérieure à Monaco, mais c'est vrai qu'on a vu que Lille aime bien jouer vite en remontant, donc c'est normal que l'adversaire ait la possession. On a des stats équilibrées au nombre de tirs, 10 pour Lille, 8 pour Monaco, 5 tirs cadrés à Lille, 3 pour Monaco. Donc on voit, et c'est ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure, on a finalement une équipe de Lille qui est devenue très réaliste et je crois que c'est François qui disait ça tout à l'heure, et on a vraiment le sentiment depuis plusieurs matchs, voire depuis le début de saison, que Lille a vraiment beaucoup profité de son expérience en Ligue des Champions, où justement sa principale caractéristique c'était qu'elle n'était pas réaliste à la fois défensivement et offensivement, que ça lui a coûté énormément de points. Et cette année, visiblement, elle s'est bonifiée et elle a réussi finalement à recapitaliser sur ce point. Alors dans ce match, quels sont les joueurs que vous retiendrez en top 3 pour Lille, en flop 3 éventuellement, et quels sont les joueurs que vous retiendrez à Monaco? Qui veut commencer? Christophe, allez, je te sens investi sur le sujet. Oh, oui, non, mais moi j'ai bien aimé Bamba, hein, comme d'habitude. Voilà, Imaz, magnifique. Et puis je voudrais mettre aussi en évidence un joueur que j'ai un petit peu taillé ces derniers temps. Il connaît. Je trouve que je le sens de mieux en mieux, je le sens revenir et investi un petit peu plus que sur les derniers matchs. Et voilà, je le trouve en nette progression. Après, voilà, les flops, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, mais plutôt mettre en valeur voilà, ces 3 joueurs-là pour ce match que j'ai vraiment trouvé très très bon. Voilà, je pense qu'effectivement, avec la semaine exceptionnelle qu'on a vécue au LOSC, on peut considérer qu'on fasse une semaine école des fans où tout le monde a gagné et qu'on ne s'attarde pas trop sur les flops. Baptiste, tu as des joueurs que tu voudrais mettre en avant? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a Reinildo, franchement, qui fait pour moi le match référence du côté du LOSC. Il a fait un super match sur le côté gauche. Il y a aussi Soumaré, qu'on a des fois taillé entre guillemets, qui a fait un super match. Et il y a aussi Thiago Diallo, qui fait un plutôt bon match. Et après, le dernier, c'est Benjamin André. Benjamin André qui fait comme d'habitude un super match. Et d'ailleurs, il y a une stat qui vient de sortir sur lui, c'est 2500 duels remportés en Ligue 1. Rendez-vous compte, c'est devant Florent Balmont ou encore
Il est incroyable, franchement. C'est Benjamin une André, référence qui nous parlera à tous. C'est sûr. c'est vraiment un super joueur. Et du côté des flops, bah, j'en ai pas. Franchement, je trouve que Lille a fait un super match contre Monaco. Bon, si ce n'est la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vraiment pas trouvé de flop. Julien, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, homme du match, Monsieur Brizard. Merci à lui. Grand arbitrage. Il a laissé jouer. Et j'ai vraiment trouvé que c'était sympa. Et je pense que, alors on a dit, hein, c'était fermé en première, etc. Mais moi, j'ai pris du plaisir à voir ce match. Et je pense que le match a été agréable grâce à lui. C'est important parce qu'on a beaucoup taillé l'arbitre lors du match à Saint-Étienne, c'est ça? Et je pense que quand un match est bien arbitré, il faut le dire, parce que pour nous tous là qui avons arbitré des gamins, machin, on a déjà pris le sifflet à la bouche, on sait à quel point c'est compliqué. Et c'est toujours un peu facile de tailler les arbitres. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il a été bon. De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Je dis comme Christophe, Bourag, Bamba, comme d'habitude. Et en effet, je suis d'accord. Diallo et Renildo, pour moi, ils ont fait un bon match. On a toujours un peu peur sur nos arrières latéraux. Et là, je les ai trouvés pas mal. Il n'y a pas de grosse erreur. En effet, Renildo, plutôt son meilleur match. Donc, j'ai trouvé ça cool. Dans les flops, je peux pas dire David, il marque, mais en même temps, sa première mi-temps, elle a été fantomatique. C'est sa plus mauvaise. On aime souvent son jeu en soutien. On sait que chez nous, on l'a beaucoup défendu en disant bah oui, il marque pas, mais il apporte tellement devant, il est tellement collectif, il donne des bons ballons, il pèse sur une défense. Bah là, en première, on l'a pas vu du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. J'ai un peu envie de mettre sa première en flop, en tout cas. Brad Harris, sa rentrée n'a pas été bonne, il n'a pas joué beaucoup, mais ça a été compliqué. Et peut-être, contrairement à Baptiste, André, il a peut-être pesé un peu moins, mais on est toujours dans cette difficulté d'évaluer correctement un milieu récupérateur parce que son boulot, c'est beaucoup le jeu sans ballon. Je le dis plusieurs fois, mais c'est toujours un peu difficile d'évaluer ce type de joueur. La réalité, c'est qu'on gagne le match et que souvent, quand on gagne un match, c'est que les milieux récupérateurs auront été bons parce qu'ils ont empêché les autres de jouer. C'est ce que disait François tout à l'heure, et je suis complètement en phase avec lui. Il y a une forme d'anesthésie générale en première parce que les milieux s'empêchaient de jouer l'un l'autre, quoi. Voilà. Ah oui, si, tu parlais de Monaco. Merci à Voland et à Ben Yedder de ne pas avoir été là dimanche, de ne pas avoir été efficace, parce qu'au vu d'autres matchs qu'ils ont pu faire, bon, merci d'avoir joué comme ça dimanche. Alors, est-ce qu'ils ont été pas efficaces ou est-ce qu'ils ont été sevrés de ballon? Ouais, Est-ce que c'est l'équipe de Monaco, le système de jeu qui a été anesthésié finalement par le jeu lillois, quoi. C'est cette fameuse bataille d'échecs entre les entraîneurs. Jérémy, tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que pratiquement tout a été dit. Effectivement, Brad a fait une mauvaise entrée et je crois qu'il nous coûte ce but-là et qu'il met toute l'équipe sous pression pour les dernières minutes. C'est une critique constructive, c'est-à-dire qu'il faut quand même et je pense qu'il n'est pas qu'il ne se gargarise pas de ce genre de fait de jeu et qu'il est conscient, lui, d'avoir fait une erreur. L'erreur ne nous coûte rien, tant mieux. Ça veut dire aussi qu'il a le temps de se corriger et de se remettre en question. Et je pense qu'il est largement assez intelligent pour le faire. Et puis ensuite, oui, effectivement, on retrouve. Ce qui est bien cette saison, c'est qu'on a une continuité dans les états de forme des joueurs. Pour moi, je trouve qu'il n'y en a aucun qu'on a trouvé mauvais en début de saison ou bon en bout de saison et qui change au fur et à mesure que la saison avance. Ils gardent ce même état d'esprit et ce même état de forme et de talent, on va dire. Il reste vraiment, Bamba depuis le début de la saison, il est impeccable. Je ne vais pas faire toute la liste, mais vraiment, il n'y a pas d'état de forme qui baisse plus que la saison avance, quoi. François, tu mettais en avant tout à l'heure le collectif lillois. Est-ce que tu souhaites mettre en avant également quelques joueurs? Ouais, moi, si je devais faire mon top 3, je mettrais tout en haut Bourak. Parce qu'il a encore fait un match extraordinaire. Je mettais tout à l'heure en avant le pressing incroyable qu'il fait pour nous mettre à l'abri. Quel genre d'attaquant aujourd'hui va faire une course de 30 mètres comme ça pour aller disputer un ballon? Enfin, c'était juste extraordinaire, j'ai adoré ça. Et puis c'est un poison pour les défenses adverses. Tu parlais de Ben Yedder, Julien, qui a
on pense toujours que ce genre d'attaquant-là, petit, c'est toujours chiant à défendre. Moi, je pense que c'est beaucoup plus chiant de défendre un mec comme Bourak avec l'énergie qu'il a, les courses qu'il fait sans arrêt et puis son physique, plutôt qu'un attaquant comme Ben Yedder. Donc, Bourak tout en haut. André, qui pour moi a encore fait un match à aller gratter des ballons, à gêner les relances, toujours dans son rôle de harceleur, que j'adore particulièrement. Et je veux aussi, moi, tirer un coup de chapeau à Thiago Diallo, qui fait un troisième bon match. Moi, j'aime beaucoup le voir sur le côté. Il faut bien se rendre compte que c'est pas facile pour un central de formation d'aller comme ça sur un côté. Alors, on peut me dire, oui, ok, c'est un footballeur de haut niveau, etc. Il doit pouvoir jouer à ce poste-là, c'est sûr. Mais quand tu es central, normalement, tu as l'habitude de pouvoir être tranquille à gauche et à droite. C'est complètement différent. Il y a pas ou peu d'apports offensifs, mais ça combine bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques petites combinaisons là près de la ligne de touche. J'ai trouvé ça vachement bien avec Ikoné. Enfin bref, voilà, je lui tire mon chapeau parce qu'il assure un bel intérim et c'est quand même très très rassurant de savoir qu'on a ça quand t'es deux, quand ton titulaire et ta doublure sautent pour blessure, quoi. Et puis un mot sur Bradaric. Oui, juste un mot sur Bradaric. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, il fait une mauvaise rentrée. Ouais, effectivement, on peut dire que le but est pour lui. Il ne faut pas non plus oublier la passe lumineuse de Monsieur Fabregas, qui est juste quand même extraordinaire. Et il fait quand même un super début de saison. Il est jeune, il faut qu'il apprenne. À mon sens, il manque de roublardise aussi, d'expérience et de roublardise, mais il a un super potentiel. Il va avoir 21 ans seulement. Moi, je pense que ça va être un très très bon et il faut lui donner encore un petit peu de temps. Mais je peux comprendre la frustration parce qu'il a fait un super début de saison et on aurait attendu de lui que ça continue. C'est un avis qui fera plaisir à notre ami Christophe D, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on salue au passage. Je sais qu'il nous écoute et qu'il nous suit sur le chat. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Quel est ton avis ? Quel est l'avis des internautes ? Pour moi, je vais pas donner de flop ou de top. Moi, je vais donner 3 surprises. C'est Renildo, Diallo et Soumaré. C'est les 3 joueurs qui étaient pas, dont j'avais peur dès le début du match. Parce que quand on connaît Ben Yedder et Voland devant à Monaco, je m'étais dit là, les deux là ils vont souffrir aussi s'ils passent sur les côtés, et surtout sur les côtés en ce moment on prenait des buts, et là grande surprise pour Renildo et Diallo, et aussi Soumaré, parce que Soumaré depuis le début de saison, quand il jouait, on dirait qu'il jouait toujours en faisant la tête. On dirait qu'il était ailleurs, on dirait qu'il pensait peut-être à notre club ou quoi que ce soit. Et là, ça a été un peu meilleur. Je ne veux pas dire qu'il a été excellent, comme il a été à l'époque, mais je pense qu'il a été bon sur ce match-là, face à une équipe de Monaco assez costaud. Donc moi, c'est simplement ces 3 joueurs-là qui m'ont impressionné, que je vais classer ça en surprise, en agréable surprise. Et après, quand on regarde sur les différents réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch, c'est Bourak, 35 ans, physique et technique, quoi d'autre. Et c'est vrai que ce gars-là, comme on dit, on avait dit ça en off aussi, hein, il pue le football, hein, c'est remarquable. 35 ans, il est laissé libre par son club, Lille le récupère. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui doivent se mordre les doigts de ne pas l'avoir récupéré. Alors, on va rebondir sur Bourak dans la deuxième partie de l'émission qu'on va aborder tout de suite. Europa League, les Dogs veulent finir de croquer la poule. On va parler de Bourak. On va finir parce qu'il a fait une prestation masterclass une mini prestation finalement, parce qu'il a joué assez peu de temps, mais il a fait une entrée très remarquée dans un match qui est vraiment très surprenant, un match où les statistiques sont complètement à l'avantage de Lille. Alors moi j'ai une première question à vous poser, avec des statistiques 60% de possession pour Lille, 40% pour le Sparta, 21 tirs contre 4, 10 tirs cadrés contre 1. Comment on fait pour se retrouver mené 1-0 à la 71e minute ? Alors, qui veut commencer ? Jérémy. J'ai envie de te répondre heureusement, parce que c'est un peu le charme du football, d'avoir ce genre de match. Alors, je dis ça et avec grand plaisir parce que je connais le résultat final. Évidemment, je ne faisais pas cette tête-là après le 0-1. Mais oui, c'est un peu le football moderne, c'est que c'est pas forcément l'équipe qui a la possession, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus de frappes cadrées et qui forcément mène au score.
Et c'est ça qui fait son charme. Donc, oui, c'est heureusement qu'il y a ce genre de petites surprises et heureusement qu'on a réussi à renverser, enfin, pas que mais que Bourak a réussi à renverser le score et à renverser le match parce que c'était mérité. Vraiment, dans l'ensemble du match, c'était vraiment mérité. Et puis là, j'ai pris mon pied quoi, sur ce match. Enfin, même si on était mené 1-0, c'était incroyable. Ça n'arrêtait pas. Les pauvres Spartes étaient asphyxiés. Quoi. Et c'était une vraie démonstration de football. De football champagne. Voilà, ça pétillait de partout. Quoi. Donc voilà, c'est ce souvenir-là que je garderai de ce match. Christophe, tu as aimé le football champagne ? Oui, plutôt, oui. Après, sincèrement, après avoir pris le premier but, j'ai eu très très peur d'un contre, d'une chose comme ça, parce que quand on domine autant qu'on l'a dominé, ne pas réussir à marquer, voilà. Sincèrement, j'ai été inquiet, j'ai eu très peur. Surtout que je crois qu'ils ont une occasion derrière d'en mettre un deuxième, donc là je me suis dit, bon, si on en prend un deuxième, je vois pas comment on peut faire, et puis voilà, et puis le roi est rentré, et il nous a sauvé le match, et voilà, et parfois des matchs comme ça peut être aussi l'essence de quelque chose, voilà, une genèse d'une équipe qui peut aller loin et qui doit jouer cette Coupe d'Europe à fond, comme on le fait, je pense, depuis le début de saison, et ce qui n'est pas souvent le cas en France, malheureusement. Et j'espère qu'on ira loin, et j'espère qu'on gardera le même état d'esprit. L'esprit était là, et c'est ça qui, pour moi, est à retenir de ce match. François, tu étais aussi au bord du terrain, j'imagine, jeudi. Comment tu as vécu ce retournement de situation ? Est-ce que tu as crié plus fort que Michael Faure au deuxième but de Bourak ? Plus fort que Michael, c'est difficile quand même. C'était juste incroyable, effectivement. Ouais. Mais ouais, quand on prend ce premier but, c'est la douche. Ouais. Tu te dis, putain, effectivement, tu te dis, mais comment c'est possible ? Et moi, je retiens une chose, c'est juste avant que Bourak rentre, le coach lui fait signe, c'est dans la tête, quoi. Et je pense que pour les autres joueurs, le fait d'avoir essayé tant de fois et sans marquer, ben, je pense qu'ils auraient pu jouer encore 1, 2, 3, 4 heures sans jamais marquer. Et il a fallu que Bourak rentre avec tout ce qu'il a pu amener de mental, de leadership, etc., pour dire, les gars, on peut le faire, on va le faire, quoi. Bon, alors il l'a fait tout seul, hein, mais entre guillemets. Mais voilà, non, c'était une explosion, c'était incroyable. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, putain, si le stade avait été plein, quelle ambiance ça aurait été au deuxième but de Bourak, quoi. C'était incroyable. Et Julien, Pierre Menez, dans son commentaire d'après-match, compare Bourak à Zlatan. Alors, je ne sais pas où il met la queue de cheval, mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que Bourak, c'est le Zlatan lillois ? Bah écoute, j'ai eu la chance de déjà rencontrer Zlatan un jour dans un couloir. Il m'a serré la main, il m'a dit bonjour Zlatan. J'ai dit bonjour Julien. J'étais surpris de cette humilité. Donc bizarrement, c'était rigolo de se dire, on est toujours en train de dire qu'il se la raconte, il me connaît pas, il se présente en me donnant son prénom qui paraît évident. Tout ça pour dire que c'est des mecs hautement charismatiques et qui savent emmener toute une équipe. Si c'est ça qu'a voulu dire Ménès, pour moi c'est évident. Ce mec est dingue. Très sincèrement, je ne pensais pas aimer autant quelqu'un que Fonté, parce que j'en ai déjà parlé. Vous savez tout ce que je pense de Fonté sur son apport à un groupe très jeune et son rôle de papa. Ça te fait souvent marrer, François. Mais ce deuxième papa qui est Bourak, il est incroyable, parce qu'en plus, c'est aussi un leader technique, c'est un leader par l'exemple, c'est un leader par la mentalité. Vous vous souvenez de ce ballon qu'il va chercher dans les filets là, lors de c'était quel match, Strasbourg, il prend un carton et tout, mais c'est ça qui sonne la révolte, qui emmène tout le monde, parce que les mecs, quand ils voient qu'ils prennent un carton, ils râlent et ils sont avec lui, et ça y est, et ben, c'est monsieur, et ça y est, quoi. C'est le mec qui remet tout le monde dans la bonne direction. Mais attention, hein, pour que Bourak marque ses buts, c'est qu'il y a une victoire de Galtier. Les changements de Galtier, le coaching de Galtier, c'est dingue. Il connaît, Yilmaz, Wea, ils rentrent, ils ont tous bien joué. Coaching, mais royal. Et après, bah, on n'a pas eu de bol. Et j'ai bien aimé ce qui t'a été répondu, François, avec tes datas, hein, parce que tu es le roi de la donnée et de la stat. Bah ouais, il y a de l'humain et on n'a pas eu de bol. Yazice, Arojo, André, il met une barre, non ? C'est ça Bamba, Tcheka, on n'a pas eu de cul, on n'a pas eu de réalisme.
Ça arrive, c'est humain, c'est le football, c'est la beauté du football, et c'est pour ça que cette victoire elle est si belle, et que je pense qu'on a gonflé tous nos voisins pour ceux qui ont des voisins. Moi, j'ai hurlé à la mort, tellement c'était incroyable, c'était génial. Ouais, c'était vraiment génial ce match. Baptiste, tu l'as ressenti de la même façon, ce match contre le Sparta? Ouais, bien sûr, je pense qu'on l'a tous vécu pareil. Hein, ce manque de but jusqu'à la 77e minute, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus. Mais en tout cas, ouais, on marque pas, on est là, on essaye. Et encore une fois, l'entrée de Bourak, ce mec, c'est un roi. J'aimerais dire encore une fois merci à Mark Inglaterra pour avoir prolongé Rémi, parce que je pense, même si j'adore Rémi, Oh, t'es dur. il n'aurait pas mis ses 2 buts. Et Bourak, il l'a mis, franchement. Merci Mark Inglaterra. Franchement, on l'a remercié, mais non pas encore plus le remercier dans le bon sens. Mais franchement, ouais, on manque. Et là, il y a Bourak qui marque ses 2 buts et c'est la délivrance. Merci à lui encore une fois. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose sur ce match ou nous préciser les avis des internautes? En fin de compte, moi, sur la première mi-temps, ce que je ressens, c'est notre première mi-temps, ça a été la première mi-temps d'un match de Ligue des Champions de l'année dernière. En gros, c'est ça. On avait les occasions, on loupait tout, et dès qu'on prenait un but, c'était fini, on était cuit, on se prenait un but, voilà. Mais là, cette année, on a 2 Lille, on va dire. On a toujours le Lille qui a un peu peur, comme on a vu en première mi-temps contre Sparta et comme on a vu aussi à Brest et à Saint-Etienne. Et un but où on était exceptionnel et qu'on voit très très souvent, et heureusement, et qu'on arrive à marquer et à concrétiser des occasions. Après, c'est vrai que je sais plus sur quel match, c'était sur Lorient, je crois. On a mis que 4 buts malgré les 22 ou 23 tirs, exactement, je crois. Mais je pense qu'on a quand même un groupe exceptionnel. Après, ce qu'on voit sur les différents réseaux, oui, on a un bon groupe, un bon staff, une bonne direction, et un hommage à Michel Sédou qui a su passer la main à Gérard Lopez avec une équipe pareille, avec Campos, Ingla, même si peut-être qu'il va partir ou pas, mais je pense qu'il devrait quitter quand même, et puis, en espérant que Campos reste, quand même, on sait jamais. Mais on a un groupe, on a une équipe dirigeante qui a l'air de tenir, quelque que ça tient sur un fil avec le système financier, mais je pense que ça ira, pourvu que ça dure. François, tu remarqueras qu'on est très exigeant au Bistrot et LOSC, car uniquement marqué 4 buts pour 20 tirs et on n'est pas encore content. Donc, tu vois, on a un degré d'exigence qui est très très élevé. Alors, point sur ce match du Sparta, il reste maintenant une dernière étape dans cette poule, où pour l'instant nous sommes premiers. C'est le match du Celtic. Alors, on est qualifié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller chercher la victoire au Celtic pour terminer premier et être assuré de ne pas rencontrer un repêché de la Ligue des Champions? Ou est-ce qu'il faut faire tourner pour privilégier le championnat? Qui veut commencer sur ce sujet? Moi, je veux bien commencer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais Galtier, il l'a dit. Et ça vient pas de lui, ça vient des joueurs. Et quel coach on a, quoi. Le mec, il décide pas pour les joueurs. Il l'a expliqué dans une interview. Il y a pensé le jeudi en se disant... La première place, ça va quand même être important. Et il en a parlé aux joueurs le lendemain, c'est ce qu'il a dit dans une interview. Et les joueurs lui ont dit, on veut garder cette première place. Et la citation exacte, c'est « Je ne veux pas que mes choix empêchent les joueurs de conserver leur première place ». Donc en gros, il ne va pas changer le 11 au complet. Il y aura forcément du turnover. On parlait là avant le début de l'émission, certainement que Bourak ne jouera pas, parce qu'à son âge, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire 2 matchs de suite, etc. Mais on peut s'attendre, je pense, de ce que j'en ai compris, à une grosse ossature de l'équipe habituelle, parce que l'objectif, c'est d'aller gagner ce match. Bon, hormis le 2-2 face à Lille, le Celtic, ils ont quand même pris branlée sur branlée, hein, donc on peut imaginer que ça va être un peu compliqué là pour eux et que ce match, on va le gagner. Hein. Alors, Jérémy, est-ce qu'il faut éviter les repêchés de Ligue des Champions, même si finalement on est tous certains que Lille a le niveau d'un repêché de Ligue des Champions et ne doit pas avoir peur de ce tirage au sort, ou est-ce qu'il faut faire tourner l'équipe? Je pense qu'il faut donner du temps de jeu à certains joueurs qui, je pense, doivent commencer à fulminer parce qu'ils se disent, avec un tel calendrier, si on ne joue pas maintenant, la deuxième saison, on ne jouera pas. Donc je pense qu'il faut faire tourner. Je pense pas que ça va baisser que ça va baisser le niveau de l'équipe globalement, parce que je pense que l'IAJ a besoin de temps de jeu et je pense que c'est ce qui lui a été promis et c'est ce
depuis le début, c'est ce qu'il a montré quand même des talents de dribbleur assez impressionnants. Donc je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Après, je suis pas coach et tu l'as dit aussi, les joueurs donnent aussi leurs avis et sont entendus. Il me semble aussi que pour le match contre le Sparta, Bourak avait demandé à ne pas jouer, à ne pas commencer le match parce qu'il sentait de la fatigue. Quel professionnalisme. Est-ce qu'un jeune fatigué aurait demandé ça, quoi? C'est quand même, et puis en plus de ça, s'il met le doublé derrière, mais il va jamais commencer le match, quoi. Enfin, il va les finir, mais il va en commencer aucun. Donc si on est dans un groupe où tous les joueurs s'expriment et sont entendus par le coach, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Baptiste, tu privilégierais la Coupe d'Europe ou le championnat? C'est compliqué parce que les deux sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, on a la place pour gagner la Ligue 1, mais il y a aussi quand même la place pour aller faire quelque chose en Ligue Europa. Alors, bon, peut-être pas la gagner, mais faire une demi-finale, par exemple, ça pourrait vraiment être super pour ce club du LOSC. Après, pour revenir aussi au propos de Jérémy, pour faire tourner, pour moi, j'aimerais bien quand même voir un Cheikh Niasse, par exemple, jouer au milieu, par exemple, un Timothy Weah devant, et puis pourquoi pas même un Liadji à droite, et puis moi à gauche. Ouais, je suis ailier gauche si jamais. Mais Christophe Galtier a besoin. Anti-gros alors. Et, voilà. Non, un petit Cheikh Niasse, ça pourrait être pas mal, on va voir ce qu'il vaut. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je lisais sur le chat de Twitch c'est Derrick Cotte Evir, donc qui est intervenant, qui nous disait que les bookmakers anglais nous voyaient bien entrer dans le dernier carré européen. Tu penses qu'il faut privilégier la première place pour éviter les cadors ou au contraire, il y a le match de Bordeaux qui arrive rapidement? Alors, c'est tellement aléatoire avec ces repêchages de Ligue des Champions que, enfin, moi je suis pas trop pour ça, mais voilà. Après, moi je crois que pour avoir aucun regret, c'est qu'il faut jouer tous les matchs à fond en Ligue Europa cette année, comme je disais tout à l'heure. On va jouer contre une équipe du Celtic qui a plus rien à jouer, qui ont pris des cartons à chaque match. Ils ont commencé par un match à Milan, ils en ont pris 3. Leur meilleur résultat, c'est contre Lille. Bizarrement, on a fait 2-2 et le reste après, ils ont pris, je crois, 4 buts par match. Donc j'ai regardé un petit peu, hein, je vais faire comme toi, je ne vais pas vous saouler avec des statistiques, mais je vais le faire quand même. On est à plus de 3,4 buts par match encaissés. Donc voilà, je crois 17 au total. Je crois qu'il faut y aller et puis se faire plaisir. Et j'espère qu'ils mettront autant d'ambiance que François le fait au stade. C'est un match auquel on aurait tellement voulu assister là-bas. Ouais. Ça aurait été de gamin. Voilà. Ça aurait été fou. Donc voilà, la jouer à fond, moi je suis pour ça en tout cas. On va être obligé de les retirer au tirage au sort en Ligue des Champions l'année prochaine. Il faut prendre l'engagement. François, tu en penses quoi, toi qui vois ça peut-être un peu plus à l'intérieur du club que nous? C'est ce que j'allais dire. Je reviens sur ce que disait Julien. Il y a ce qu'il faudrait faire, enfin les deux choix qui se pose à tout le monde, et il y a ce que le groupe veut faire, et en interne, les mecs veulent tout gagner. Ils veulent vraiment tout gagner. Et après, tu peux faire tourner. On sait très bien, quand tu vois la qualité du groupe, que même si tu fais tourner, tu auras une équipe compétitive qui va avoir faim et qui va avoir envie de tout gagner. Donc, effectivement, le coach doit composer avec ça. Et ouais, le Celtic, tu peux les taper parce qu'effectivement, ils prennent pas mal de buts. Je vais pas revenir sur les stats, mais je vais quand même ajouter un petit quelque chose. C'est que les mecs en championnat d'Écosse, ils affrontent pas non plus tous les jours les Rangers. Ils ont paumé 2-0 il y a 3 semaines contre Ross County, qui est le 10e du championnat d'Écosse, et ils ont peiné à faire match nul contre St Johnstone, qui pareil doit être 8 ou 9. Donc ils sont vraiment pas dans une super dynamique. On doit aller les taper là-bas, même avec une équipe un petit peu remaniée. Mais oui, l'autre avantage aussi de finir premier, faut pas l'oublier, c'est que tu joues ton match retour avec, j'espère, le public chez nous. Ça a une grosse importance. Et puis il y a l'aspect financier aussi. Je crois que si je dis pas de bêtises, tu prends 500 000 € en plus si tu finis premier de ton groupe. Faut pas oublier tout ça. Donc pour moi, il faut mettre l'équipe la plus compétitive qui soit, en donnant effectivement du temps de jeu à ceux qui piétinent un petit peu. Et je confirme, moi j'aimerais voir Timothy Weah démarrer. Et j'annonce, il démarre et il marque son premier but de la saison. Vous l'aurez entendu ici.
On en prend note et on saura te le rappeler si ça n'arrive pas. Arnaud, est-ce que tu as un avis? Tu voudrais rajouter quelque Après, c'est vrai chose? qu'il y a même pas le choix de choisir Coupe d'Europe ou championnat. Depuis le début de saison, on gère très bien ça. Galtier fait très bien ses changements. Même si c'est peu de changements, il fait peut-être jouer 3-4 joueurs en plus. Enfin, mais il enlève 2, 3, 4 joueurs, 4 ou 4 joueurs maximum, je crois. Il n'y a pas eu plus que 4 joueurs, je crois, sur un match. Et après, comme disait François, l'aspect financier, faut rien dire, mais quand même, une victoire, c'est 570 000 euros en poche, rien que pour la victoire. Après, en plus, c'est 500 000 euros, je crois, pour être premier de la poule. Ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros en ce moment, match à 1 non mais million. c'est ça. En ce moment, c'est important. Parce qu'on connaît ce qui se passe avec Mediapro, on connaît ce qui se passe avec les manques de recettes publiques et autres, même si le public n'est que 7%, je crois, du budget, je crois, d'un club de football professionnel. Je pense que ça ira. Faut pas ils savent très bien gérer ça. Il n'y a pas à choisir championnat ou Coupe d'Europe. Faut laisser faire. Ok. Justement, la suite, l'enchaînement, c'est la troisième partie de l'émission, Lille-Bordeaux, qui se déroule dimanche à 17h, c'est ça? Donc, dimanche à 17h, Lille-Bordeaux. Est-ce que vous voyez Lille poursuivre la série en sachant que Bordeaux a cette caractéristique d'être une équipe qui est très irrégulière depuis le début du championnat? Alors, comment vous imaginez ce match? Est-ce que Lille aura récupéré? Est-ce que Lille pourra gagner cette fameuse deuxième rencontre à domicile consécutive? Christophe, est-ce que tu veux commencer? Oui, je veux bien, ouais. Bordeaux, comme tu le disais, de toute façon, irrégulière. Après, sur les derniers résultats, ils ont fait un bon match contre Paris, je trouvais, avec des beaux petits buts en contre-attaque. Ils ont même eu l'occasion de marquer à la fin le troisième but qui aurait pu vraiment, pour eux, être un petit miracle. Mais bon, voilà, j'ai trouvé plutôt un bon match. Après, ils ont réussi à faire ce que nous, on n'a pas réussi, c'est battre Brest. Alors, avec de la réussite, parce qu'il y a un but qui est refusé pour un hors-jeu du torse d'un Brestois. Bon, voilà, après, c'est toujours une situation un petit peu. Voilà, mais par contre, s'ils prennent ce but, c'est plus la même chose, hein. Donc, voilà. Puis après, oui, Ben Arfa. Alors, c'est le joueur autour de tout. Enfin, voilà, ça tourne autour de lui, uniquement lui en ce moment. Alors qu'il y a des bons jeunes à côté, comme Adli, tout ça. Donc, voilà. Est-ce que le fait de mettre nos amis, soit Xeka, soit André dessus, va nous permettre de neutraliser un petit peu cet esprit offensif bordelais, s'il y en a un encore? Voilà, donc moi j'attends une victoire. Donc avec la dynamique de la qualification au Celtic, avec une belle victoire, comme on vient de dire, ce sera beaucoup plus facile, je crois, de gagner contre Bordeaux. En tout cas, moi j'attends une victoire, comme à chaque fois. Alors, c'est vrai que Bordeaux est un peu l'équipe en forme, mais il reste sur 2 victoires et un nul, donc un nul au Parc des Princes, donc qui est l'équivalent presque d'une victoire. Alors, tu qualifiais la victoire contre Brest avec de la réussite, parce qu'il y avait eu effectivement des occasions. Sur les stats, ils ont largement dominé Brest, et Brest ne doit ce score finalement qu'à son gardien Larsonneur, qui fait un match du feu de Dieu, si on en juge du résumé. Alors Jérémy, comment tu vois toi ce match face à Bordeaux? Alors il faut savoir que d'ailleurs dans les derniers résultats de Bordeaux, ils ont battu Rennes à Rennes juste après un match de Ligue des Champions. Ils ont fait match nul au Parc des Princes contre PSG juste après un match de Ligue des Champions. Donc, ils semblent tout à fait capables de profiter des après-matchs européens des leaders du championnat de France. Oui, tu as raison. Alors, j'ai toujours été super nul en pronostic. Donc, pourtant, tu vas devoir le faire juste après. Ce sera la deuxième et dernière question sur le match. Ce moment, je redoute. Tu peux pas savoir à quel point. Mais évidemment qu'on attend une victoire parce qu'on a montré de quoi on était capable contre Monaco, parce qu'on sait de quoi est capable cette équipe. Et d'autant plus que je crois que Bordeaux, on les joue quand même depuis ces dernières années assez bien, quoi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ces 12 points qui nous restent à prendre, qu'on réussisse à les prendre. Même Paris, cette année, on n'a rien à leur envier. Donc voilà, j'ai envie de dire, on gagne.
C'est un très bon résumé. Baptiste, ton avis sur ce match contre Bordeaux? Déjà, pour d'abord revenir sur Bordeaux, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont en effet Ben Arfa dépendant. Vraiment, Ben Arfa leur fait un bien fou. Je pense que l'effectif doit même être tourné autour de Ben Arfa. Je vais prendre l'exemple de Ben Arfa à Nice. Quand il arrive, ça va super bien, ils font une super saison. Quand il joue à Rennes, ça va bien, ils font une super saison. Et c'est pareil pour Bordeaux. Bordeaux, on l'a vu avant Ben Arfa et maintenant on le voit avec ce joueur. C'est vraiment incroyable. Ce joueur est vraiment très très fort. En plus, vraiment, raison de plus pour gagner, c'est que Marseille affronte Monaco et que Paris affronte Lyon. Donc, ça va vraiment être des points à aller chercher que eux n'auront peut-être pas. Et vraiment, dans la course au titre, j'espère en tout cas des matchs nuls de ces deux équipes pour vraiment aller chercher des points pour le titre. Mais voilà, j'attends aussi d'une victoire, vraiment, en plus que ce soit Bordeaux, puisque Marseille et Monaco et Paris et Lyon s'affrontent. Julien, je te sens brûlant d'envie d'intervenir sur le sujet de Bordeaux. T'as noté que non, hein. Non, tout ce qui a été dit, je suis très aligné. Je crois que vous savez maintenant que je déteste sortir des individualités d'un collectif parce que le foot, c'est un sport co, mais il faut reconnaître que Ben Arfa, il est génial. Et que comme on ne sait pas où il va, comme c'est un des meilleurs dribbleurs de tous les championnats européens, il a un côté magique et imprévisible qui fait quand même peur à n'importe qui. Mais, parce qu'il y a un mais, si comme François le dit, les joueurs du LOSC sont extrêmement ambitieux et ont envie de tout gagner, j'ai juste envie de te dire que face à une équipe aussi régulière que Bordeaux, t'as pas d'autre choix que de gagner. Il y a déjà eu des jokers, hein, perdre Brest, ça fait chier. Donc un match comme ça contre Bordeaux, on doit le gagner. Donc je ne sais pas si on va le gagner, mais on doit le gagner si on veut aller loin et si on veut exister dans ce championnat. Et j'ai hâte de voir le match parce que j'aime vraiment ce garçon. Encore une fois, Ben Arfa, qu'on décrit souvent comme un débile. Quand on voit les dernières interviews vidéo, hein, quand il parle, on ne s'exprime pas du tout comme un débile. Interview à Nice, à Rennes, c'est un mec qui est de plus en plus structuré. Il ne faut pas oublier que c'est un môme qui a été médiatisé à 14 ans dans le documentaire à Clairefontaine et que ça a été difficile pour lui. Je pense que c'est ça aussi qui a grillé pas mal de ses jeunes années. Et ouais, j'adore ce mec, j'ai hâte de le voir jouer et j'espère qu'on va gagner. Ouais. François, tu attends quoi de ce match contre Bordeaux? Une victoire? Une victoire, absolument. Moi, j'ai du mal à parler des matchs à venir. Enfin, je pense que je suis comme Jérémy, je suis un peu nul au pronostic et surtout, depuis que j'ai cette position un peu publique, je me suis promis Baptiste le sait, parce qu'on me demande beaucoup de pronostics quand je fais des lives, je me suis promis de ne pas en faire. Donc, je sortirai peut-être le Joker la séquence d'après. François, je te préviens tout de suite. Non, ouais, j'attends une victoire et ouais, je pense qu'on peut largement enchaîner. On peut espérer. Il me semble, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, hein, loin de là, mais je pense qu'on peut espérer le retour de Sanchez et pourquoi pas le retour de Zeki Celik pour ce match-là. Donc tu retrouverais une ossature vraiment plus classique, entre guillemets. Et puis surtout, sans être désobligeant envers les Girondins, alors ok, il y a Ben Arfa, ok, ça va gagner à Rennes, mais Rennes c'est beaucoup moins bien. C'est pas folichon à regarder. Enfin, pour le dire de manière un peu plus crue, on se fait chier à regarder Bordeaux et j'ai du mal à croire que cette équipe-là puisse venir nous taper chez nous, puisse venir taper le LOSC de cette saison à Pierre-Mauroy. Franchement, j'ai du mal à l'imaginer. Même en jouant en bloc bas, tout ce que tu veux, ce qui n'est pas vraiment leur cas, on a aujourd'hui les armes pour aller gagner contre n'importe quel schéma tactique. On l'a encore démontré contre Monaco. Donc, ouais, pour moi, cette victoire, elle me paraît largement abordable. Et effectivement, comme disait Baptiste, pour faire la belle opération avec les confrontations directes en haut du tableau, se détacher aussi, parce qu'il y a les 4 premiers qui commencent à se détacher. Ouais, moi, je vois une victoire, j'espère une victoire. Arnaud, avant de faire le tour des pronostics, pour ceux qui n'ont pas de joker dans la poche, bien évidemment, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce prochain match de Bordeaux? C'est un match, vraiment, c'est pas un match à 6 points ou à 9 points ou quoi qu'est-ce. C'est un match très très important, comme dit Baptiste et comme dit François. Il y a des Marseille-Monaco, il y a un PSG-Lyon, il y a même un Lens-Montpellier. Tous ces clubs-là se rencontrent et l'air de rien, ça peut remonter. Donc, il faut absolument gagner ce match-là pour pouvoir espérer rester
dans le trio de tête, on va dire. Rester deuxième, l'idéal, ce serait l'idéal, oui. Mais dans le trio de tête, parce que il y a 4 matchs importants ce week-end, et si on ne le gagne pas, ça peut vite changer. Ça peut trotter dans la tête, parce que surtout si on ne gagne pas au Celtic. Donc je pense que dans l'idéal, ce serait de gagner au Celtic et de gagner à Bordeaux. Parce qu'après, si on fait même un score nul au Celtic, ça peut trotter dans la tête cette contre-performance contre le Celtic, parce qu'on a déjà fait 2-2 au match aller. Si on fait un nul encore là-bas, je pense que c'est un week-end très important pour Lille. Il est temps maintenant de dévoiler vos dons de Nostradamus. On va faire juste un petit tour. On va pas parler du match du Celtic ou simplement je vais vous demander votre pronostic pour le match contre Bordeaux. Allez, Julien, je sais que tu aimes cet exercice. Ouais, carrément. Juste d'abord, ça m'a fait marrer, parce que François, il donne pas de pronostic, mais il annonce Timothy Weah qui marque contre Prague. Ça donne pas le résultat final. Je suis mort de rire. Et vous savez pourquoi il dit ça? Parce que la première fois qu'il a dit 5 fois un prénom dans un stade, c'était le prénom de Timothy Weah contre l'AS Roma lors du Fan Day. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc je pense qu'il y a son petit cœur qui bat quand il sait que Timothy Weah il va jouer. J'aime bien Thibaut, j'avoue. Allez, trêve de plaisanterie. On va les emmener, on va les retourner, on va gagner 3-1 contre Bordeaux. Jérémy. Tout le monde déteste ça. Alors, vous auriez peut-être préféré que je vous demande vos pronostics pour le match contre le Celtic, mais vous savez que les matchs au Celtic, c'est toujours animé, notamment quand c'était du côté de Grémont-Pré-Joris. Oui, aussi. Allez, alors Jérémy, je t'ai laissé réfléchir. je pense que j'espère que j'ai tort. Je pense que Bordeaux va nous surprendre. Je pense qu'ils vont jouer le match de leur saison. C'est pas vrai. Bah ouais, je pense, parce que je vais dire pourquoi. Parce que Bordeaux sait que devant il y a tout le monde qui va jouer l'un contre l'autre, et je pense que ils en ont plus la mesure alors qu'ils n'ont qu'une seule compétition à jouer, et plus la mesure que nous. Et je pense qu'ils vont nous surprendre. Donc on a invité François et Jean-Marc Devred ce soir. C'est vraiment une émission, il n'y a que des stars. Exactement. Non, mais j'ai vraiment peur. Mais c'est aussi ma nature d'avoir peur d'un match à venir, que je sens autant que vous crucial. Parce que c'est un match qui est en plein milieu de notre dernière série avant la trêve, et qui peut déterminer aussi l'état d'esprit qu'on aura jusque Noël. Donc j'ai très très peur, et comme quelqu'un qui a très très peur, il s'attend au pire pour être surpris du meilleur. Donc je miserai 1-0 pour Bordeaux. Rappelle-moi, la dernière fois que tu étais aussi pessimiste, c'était pas la veille du match à Milan où tu prédisais une défaite du LOSC? Une défaite du LOSC à Milan et puis une victoire à Brest, j'avais dit. Voilà. C'est bon. Tout à fait. Donc, on peut être rassuré pour dimanche, en tout cas. Christophe, tu voudrais ton pronostic? Oui, moi je vois un bon petit 2-0 pour Lille, dans le même état d'esprit que contre Nantes, par exemple. Voilà, des matchs où il faut y aller et faire la différence. Et puis voilà, avec un petit but sur penalty avec une faute de Pablo. Voilà, je m'avance. C'est du très précis. Là, on est dans la haute couture avec Christophe. Ça avait marché avec Palois. Donc. C'est vrai, je le reconnais. Baptiste, tu voudrais faire un pronostic? Ouais, bah déjà pour dire que bon, donc ce match aura lieu le 13 décembre, à noter. Je m'en souviens, parce que c'est mon anniversaire l'année dernière. On avait tapé Montpellier 2-1 avec une super masterclass de Renato Sanchez. Donc je pense que son ami Boubacar Soumaré fera un super match et que lui aussi claquera son magnifique but, et donc qu'on gagnera comme l'année dernière, 2-1. François, tu pronostiques une victoire du Joker? Alors non, mais je vais juste rebondir sur ce que disaient Arnaud et Jérémy. Mais par contre, pour moi, la semaine décisive, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'est la semaine où tu peux tout perdre. Parce que tu n'es pas qualifié, et puis tu perds contre Monaco, concurrent direct. Donc fort de ces 2 victoires-là, les mecs, pour moi, ils vont dérouler. Donc je ne vais pas faire de pronostic, je ne vais pas trahir ma promesse. En revanche, je vais parier sur un parieur. On peut faire ça. Ah, bien sûr. Ah, voilà. c'est vrai. Moi, je pense que le parieur que je préfère là, c'est Christophe.
Celui qui me conviendrait le mieux au niveau du résultat annoncé. Merci. Jérémy, j'avais peu d'espoir que tu gagnes ce nouveau jeu, entre guillemets. François, t'es la marionnette. Pardon. Christophe, t'es la marionnette de François. Hein. Je sais pas où il a son bras, je vois pas, mais j'ai très peur. Alors, moi, je voudrais rebondir là-dessus avant de passer la parole à Arnaud pour conclure. Finalement, ce que tu dis, François, est juste. Mais moi, je crains aussi que après une semaine aussi exceptionnelle que celle qu'on a vécue, il y ait peut-être un léger décrochement. Contre le Celtic, peut-être pas, parce que ça risque de tourner un peu et les jeunes vont se lancer. Puis la confrontation sera peut-être plus facile parce que le Celtic sera aussi démotivé. Je pense qu'il ne l'aurait pas été s'il y avait eu une configuration stade avec du public. Mais là, sans public, ça va être compliqué pour eux de se motiver contre ce match. Donc, je ne suis pas très inquiet sur le match du Celtic. Par contre, Bordeaux, je suis plutôt inquiet parce qu'il peut avoir une espèce de décompression, et notamment au début de match, et qu'on puisse reprendre finalement nos mauvaises habitudes de Brest ou de Saint-Etienne sur le début du match. Et je ne sais pas si on prend des buts contre Bordeaux, si on arrivera à repasser devant, parce que c'est toujours assez costaud et assez vicieux, Bordeaux, généralement. N'oublie pas que Papa Bourak sera là pour leur souffler dans les branches s'il y a des compressions. Papa Bourak et Jésus Yazici. on a le Père, le Fils. Alors, je ne sais pas qui jouera le rôle du Saint-Esprit pour ce match, mais les candidatures sont recevables dans le bistrot d'Aléulos. Arnaud, est-ce que tu veux me donner ton pronostic? Moi, je dirais un 2-1. Pourquoi une victoire déjà, d'une part? J'ai regardé un peu sur les statistiques. Sur les 12 dernières rencontres de Lille-Bordeaux, on n'a perdu que 2 fois. Ça a été un 2-3 en 2017 et un 4-5, si je ne me trompe pas, en 2012. Oh oui. Oui. Ah oui, Voilà. j'y étais. Ça, c'est les seuls matchs qui étaient les 2 défaites. Et après, c'est toujours assez serré, l'air de rien. C'est toujours des 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 1-1. Il y a toujours un but de Bordeaux et c'est toujours serré. Il n'y a pas eu, sauf l'année dernière où ça a fait 3-0. C'est le seul match, il y a eu 5-1 en Coupe de la Ligue, mais ça c'est différent. Et c'est le seul match où il y a eu 3 buts d'écart. Sinon, c'est toujours 2-1, 1-0. 2-1, 2-1, 1-0. J'ai pas de 2-0, j'ai rien du tout. Alors peut-être que Christophe aura raison avec son 2-0. Mais sur les 12 dernières rencontres, depuis 2010, il n'y a pas eu de 2-0. Donc moi je vois un 2-1. Et sur le chat, on voit un 3-0 pour Lille. Et KH voit un 2-2 contre Bordeaux. Baptiste, on arrive à la fin de l'émission. Je pense avoir oublié dans ce tour des pronostics. Quel est ton pronostic pour ce match? Je l'ai déjà fait. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Il est temps qu'on rende l'antenne. Alors. Juste un mot. Jérémy, tu voulais faire passer un petit message? Juste un mot, en cette période de pandémie et de confinement, etc., mettre en avant le livre de Jérémy Lison pour donc Itinéraire d'un supporter gâté, donc voilà. Je pense donc il remonte son expérience des déplacements et de comment il est devenu supporter et supporter du LOSC. Très bon livre, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, j'en suis à peu près au quart, et je n'en démords pas, c'est vraiment un très bon livre, je vous invite et en plus imprimé dans la région, moi qui travaille dans l'imprimerie, voilà, donc il fait tout ça bien dans les formes, et rebondir une dernière fois sur la déception, il y en a beaucoup qui voulaient à Milan, moi je voulais vraiment aller à Glasgow. Et à chaque fois qu'on me demande d'intervenir et qu'on me demande de donner mon impression sur l'état, mon impression sur le LOSC, etc., je commence toujours par dire que c'est une déception de ne pas être au stade et de ne pas pouvoir assister au match. Donc voilà, c'est un coup de pouce pour Jérémy et puis un billet d'humeur. Écoute, ce livre semble très intéressant. On sera ravis de recevoir son auteur dans un prochain bistrot d'Aléulos. Je note simplement que en être au quart dans un livre qui évoque les déplacements de supporters, c'est tout un symbole qui est remarquable. Un déplacement de supporters, par exemple pour Londres, c'est 24 heures de déplacement et 2 heures de football. Donc on ne sait pas de quoi on est fan, soit du déplacement, soit du football.
Tout à fait. Il y a une devise que tous les supporters connaissent. C'est le premier objectif d'un déplacement, notamment européen, c'est d'arriver au stade et de voir le match. C'est le premier objectif. Donc voilà, il est temps, on commence à dire des bêtises, il est temps de terminer cette émission. Donc merci en tout cas à tous les intervenants. Merci Julien, merci Baptiste, merci Christophe, merci Jérémy, merci François pour cette première, fort Merci sympathique. à vous. C'était très sympa, merci à vous. Merci à Arnaud pour sa technique et pour la réalisation de l'émission. Merci à tous les supporters qui nous ont regardés ce soir et aux nombreux supporters qui sont intervenus sur les différents médias de nos émissions. Prochaine émission mardi prochain. Je vous souhaite d'ici là une bonne soirée et comme chaque semaine, allez le LOSC. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.